merci beaucoup. On a eu l'occasion de bavarder un peu pendant le déjeuner. J'aime beaucoup cette typologie que vous faites entre le passage d'un engagement au nom d'une promesse et un engagement sous la contrainte d'une menace. J'ai un peu dit des choses voisines, pas exactement de la même façon, mais ce que je pense, c'est que tout de même, on ne peut pas rester uniquement sous cette bannière-là, qui a besoin, je pense qu'on a gagné quelque chose, c'est-à-dire que c'est un engagement moins sacrificiel avec toutes les névroses qui pouvaient venir, et tous les risques de totalitarisme qui étaient entraînés aussi par ça, que dans les différents cas de figure, à quelque chose qui est plus équilibré, il y a un équilibre entre le donner, le recevoir et le rendre, puisque nous sommes dans l'anthropologie profonde. Donc, voilà. Mais je pense qu'il y a besoin d'un troisième âge, c'est-à-dire de reconstituer un récit qui permettrait que cet équilibre soit quand même un peu moins narcissique et plus tourné vers un avenir désirable, comme l'on dit. Tout de même, on est en train d'assister à un retour du tragique. On a cru qu'on pouvait éliminer le tragique de nos sociétés, et le tragique fait retour. Voilà. Et donc maîtriser le tragique, ça implique certaines capacités sacrificielles et spirituelles. Mais donc il ne faut pas exagérer, il ne faut pas être dans une volonté de surpuissance non plus. Voilà. On doit avoir appris de cette époque et trouver des formes d'engagement au service de causes plus globales qui recréent du récit dans lequel on vivra des engagements pour du sens. Voilà, finalement, la question, c'est de redonner du sens. Et tout de même, nous avons devant nous une très lourde question qui est comment, au niveau mondial, régler à la fois la question écologique et la question sociale. Voilà. Parce que plus on règle la question sociale au niveau mondial, plus on risque de gêner la question écologique. Et inversement, si on fait trop de restrictions écologiques, donc il y a sûrement une solution, ça n'est pas fatal, mais il y a besoin d'un engagement extrêmement fort pour un monde habitable, pour un monde... Alors, je disais hier qu'il fallait concilier la résistance, la régulation et l'utopie. C'est ça un récit finalement. Un récit, c'est quelque chose qui dit à quoi il résiste. C'est un monde qui dit voilà comment je vais réorganiser le monde. Et c'est un système dans lequel il y a quand même de l'utopie, c'est-à-dire ce qui permet d'être généreux, de changer les choses en profondeur. Vous m'avez fait penser aussi à ce que disait Paul Ricoeur, la fameuse trilogie de Paul Ricoeur, entre souci de soi, respect de l'autre, institution juste. Bon, aujourd'hui, il y a un certain équilibre entre souci de soi et respect de l'autre. On recherche ça dans l'engagement, je crois que c'est l'apport même qu'on peut le dire. Avant, il n'y avait pas de souci de soi suffisant. Mais la question des institutions justes reste entièrement posée. Donc c'est pourquoi l'engagement, même ponctuel, doit pour moi être relié à une forme civique et politique au sens civique du terme, au sens fort du terme. Voilà. En tout cas, merci parce que je trouve ça très éclairant votre description. Je remercie de votre intervention parce que je suis tout à fait d'accord avec, en plus Paul Ricoeur qui est une référence que vous avez décelée dans ce que j'ai raconté. Effectivement, je pense que on est dans un moment de suspens, en fait, je pense, à cause de l'institution juste. C'est-à-dire, il y a une absence institutionnelle, je crois, au sens politique même du terme, qui est comment dire, qui pèse particulièrement lourd aujourd'hui. S'il y a un troisième âge, que vous appelez de vos voeux, je crois que ce sera de ce côté-là, effectivement. C'est-à-dire la reconstitution de quelque chose, ou la réapparition, la réorganisation de quelque chose qui du point de vue institutionnel, qui institue les choses. Instituer, c'est pas rien. Quand on parle d'institution, c'est pas seulement un organisme, c'est quelque chose qui crée de la réalité, qui organise de la réalité, qui la pose. Je pense qu'on est dans ce moment de suspension, où du coup, on est plus dans des initiatives parcellaires, individuelles, mais aussi collectives, mais sur des petits collectifs. Mais je crois que ce moment est important parce que sur ces initiatives-là,
en réalité, il faut les considérer, me semble-t-il, comme des expérimentations d'institutions à venir. Ça s'expérimente sur le terrain de façon très concrète, certes de façon ponctuelle, fragmentée, et donc de ce point de vue-là, on n'est pas encore dans le troisième âge en question, dans le troisième moment en question, mais je crois que c'est en quelque sorte, nous vivons aussi une situation de laboratoire, dans lesquelles les choses s'inventent, se réarticulent. Il y a des articulations nouvelles qui apparaissent et qui sont, je l'espère dans tous les cas, susceptibles de devenir des éléments de la vie institutionnelle de demain. Donc il y a du combat politique derrière tout cela. Hein, alors, je ne suis pas partisan en disant cela, bien entendu, mais il y a des enjeux politiques qui me semblent très importants et qui sont liés à ces expérimentations aujourd'hui, ces initiatives et ces expérimentations qui sont vécues aujourd'hui, dans lesquelles on a tout intérêt à tirer toutes les conséquences en termes institutionnels. Vivre cela juste, je voulais juste faire remarquer une chose, c'est que c'est quand même particulièrement difficile. On prend l'histoire de l'environnement. Vous entendez les discours, moi je suis frappé par une chose, c'est qu'on nous dit c'est irréparable, c'est irréversible. La disparition de la biodiversité, qu'est-ce qu'on nous dit? Sans doute vrai, hein, je veux dire. On nous dit c'est irréversible. On peut freiner le réchauffement de la planète climatique. On peut freiner, mais on ne peut pas revenir en arrière. C'est quelque chose d'extrêmement particulier. On est exactement à l'inverse de la première période, où on était dans quelque chose qui allait toujours de l'avant, et même s'il y avait des incidents de parcours, peu importe, ça allait bien se terminer. En gros, la première période, il y avait toujours un happy end, si vous voulez, au bout du couloir, quoi. Et là, c'est quasiment l'inverse. C'est-à-dire, on est face à des processus qui sont définis comme étant irréversibles. C'est assez compliqué quand même de s'investir, vous voyez, de s'engager dans ces situations-là. Donc, intégrer la notion d'irréversibilité à la dynamique de l'engagement, c'est pas simple. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui est très très particulier, qui demande très certainement une prise de conscience très profonde et qui explique d'ailleurs à la fois l'irréversibilité, ça explique à la fois le malaise individuel auquel je faisais référence et la grande difficulté politique en même temps. Vous avez les deux. Donc c'est pas simple. Il y a, il me semble, des difficultés qui sont très grandes, qui sont aussi des difficultés conceptuelles. Enfin, encore une fois, engagez-vous dans des trucs qui sont contre des choses, contre des phénomènes contre lesquels, quelque part, on ne peut pas grand-chose. Enfin, il y a en matière d'environnement, et l'environnement c'est extrêmement important, puisque ça englobe tout le reste. Ça englobe tout le reste. Et bien ce qui englobe tout le reste, aujourd'hui est construit dans les discours, c'est vrai, c'est pas, mais dans tous les cas, ça fait l'objet d'une construction qui est fondée sur l'irréversibilité. C'est tout de même un problème. Il y a d'autres questions? J'espère. Ah, oui. Je pense que... Vous avez... Ah, pardon, je ne vois plus. J'ai entendu, je pense que... L'absence aussi l'absence claire d'un projet collectif lisible. Il me semble que le passage dont vous parlez bien fait aussi apparaître l'abandon ou la non-lisibilité d'un projet collectif entre ces deux périodes, un projet politique que vous appelez institution, que vous appelez projet. Voilà, ça me semble aussi un élément fort aujourd'hui. Quel est notre projet politique et collectif qui appelle un engagement? Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on s'est engagé de près ou de loin pour se réconcilier, pour rebâtir, pour qu'il n'y ait plus jamais la guerre. Exactement. Pour qu'il n'y ait plus jamais la guerre. Moi, dans ma famille, on me disait, je dirais, il n'y a jamais un chleu qui passera
qui passera cette porte, parce qu'il y avait eu des tués. Je dirais, pour mon fils, ça n'a plus aucun sens. Je dirais. Donc aujourd'hui, quel est le projet lisible que l'on propose aussi? Oui, non, enfin, on peut poser le truc, déplorer à quel point les projets sont illisibles. Enfin, vous faites référence à l'Europe, hein, avec l'histoire des chleux qui... Bon, etc. Bon. Mais, enfin, je veux dire, sous nos yeux, la façon dont se décompose éthiquement l'Europe est une véritable... Enfin, pour moi, c'est une catastrophe. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Alors, on va voir ce qui va se passer, ne soyons pas trop pessimistes. Mais c'est vrai qu'on continue pour l'instant à descendre dans cette absence de projet politique au sens ou institutionnel, au sens où vous venez de le dire. Alors, attention, paradoxalement, je pense que c'est un moment capital pour l'engagement. Paradoxalement. C'est-à-dire que c'est ressenti avec un tel malaise que ça suscite le besoin d'eux. D'accord? Donc, ce moment est paradoxal. Pour ça que je ne suis pas du tout pessimiste et que je ne suis pas l'apocalypse, mais c'est un moment très paradoxal de ce point de vue-là, parce que c'est un moment où se réinscrit au cœur même des individus le besoin, la nécessité de faire quelque chose. De faire quelque chose. Et donc, ce moment-là réamorce finalement, historiquement, si vous voulez, le désir ou le besoin, le désir d'engagement. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'il n'y a pas de solution. Mais justement parce qu'il n'y en a pas, alors il y a quelque chose, c'est dit, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. D'accord? Et faire quelque chose, c'est la clé même de la logique d'engagement. Donc tout va bien. Presque. Bonjour. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, du coup, moi, je travaille beaucoup sur l'engagement des jeunes. Et du coup, j'ai la chance de côtoyer des jeunes de tous horizons qui s'engagent. Et du coup, justement, par rapport à ça, moi, ce que je ressens, c'est plutôt une recherche d'engagement qui donne du sens, une recherche d'utilité, presque une nécessité de l'engagement. Et pas du tout, du coup, cet engagement sur le malaise que vous décrivez. Et du coup, je me demande, est-ce que dans votre étude, vous avez aussi étudié l'engagement des jeunes et de cette nouvelle génération? Et est-ce que finalement, cette nouvelle génération, elle n'est pas en train d'écrire ce troisième âge de l'engagement qui est beaucoup plus positif et de vraiment orienté sur la recherche de sens et d'utilité? Oui, pardon, je pense que je me suis mal exprimé pour le coup. Je pensais essentiellement à l'engagement des jeunes, ici. Le malaise, c'est pas qu'ils s'engagent parce qu'ils... Comment dire il y a un trou de sens, si vous voulez. Ouais, il y a un manque, voilà, on va le dire comme ça. Il y a un manque de sens, et qu'il faut... Et moi, ce que j'ai compris chez les jeunes, c'est qu'ils disent, bon, on va le faire, on va le mettre en place, on y va. Donc, malaise, entendons-nous, c'est pas, ah, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire, je ne sais plus quoi faire. Non, c'est pas ça du tout. C'est plutôt le face-à-face avec un manque, un manquement, je dirais. Un manquement de la société, enfin, l'organisation sociale, par rapport à la question du sens. Et du coup, chez eux, quelque part, ils n'ont pas le choix vraiment. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils le fassent. Parce que si ce n'est pas eux qui le font, si ce n'est pas eux qui prennent en main cette question-là du manque, eh bien, personne ne le fera à leur place. Et vous avez raison, j'entends très bien la question de l'utilité, qui me semble un terme absolument clé dans leur façon de raisonner. Parce que ce qui me semble intéressant dans cette histoire-là, et particulièrement par rapport aux jeunes, c'est qu'au fond, il y a deux termes, à mon avis, clés qui s'articulent. Il y a cette histoire de manque, j'ai dit malaise, parce que, okay, disons, de ressenti de manque. Et pour combler le manque, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas chercher des choses extravagantes, extraordinaires. Non, on va chercher ce qui est utile à l'autre. C'est-à-dire vraiment l'unité même première du sens. C'est-à-dire le rapport à l'autre marqué, frappé par la question d'utilité. Je vais être utile à l'autre, et là le sens apparaît dans l'utilité. Donc quand on dit sens, vous savez, c'est un mot, le sens, c'est très compliqué finalement, ce que c'est que le sens. C'est très compliqué, on va donner sens à, etc. On avait, dans la première période que je décrivais, voilà, il y avait des utopies, des constructions complexes, etc., qui se chargeaient de proposer du sens, ou d'engager dans le sens.
Là, on est beaucoup plus, j'allais dire primaire, mais pas dans un sens péjoratif, premier, si vous voulez, dans l'articulation. L'utilité, c'est la base même de ce qui fait sens en société. Et ça, ils le vivent très fortement. Et je pense qu'effectivement, il y a quelque chose d'exemplaire, au final, dans cette relation que les jeunes entretiennent avec l'engagement de ce point de vue-là. Mais je m'étais mal exprimé sur la notion de malaise. C'est pas... ouais. Prochaine fois. Est-ce que avec les objectifs de développement durable qui ont été ratifiés par l'ensemble des États membres de l'ONU en 2015, on n'a pas une formidable occasion de redonner, de se doter de donner du contenu et de faire concrètement quelque chose et de redonner du contenu politique à un récit magnifique d'un futur souhaitable? Est-ce que c'est pas là une formidable occasion, puisqu'on a enfin un langage commun, d'agir ensemble et de trouver des cadres pour un engagement durable? Oui, mais tout à fait. Mais vous connaissez ma réponse d'avance, c'est-à-dire que il faut que les engagements, là, ceux des gouvernements, des États, etc., soient tenus et ne soient pas contradictoires entre eux, avec d'autres, voilà, avec les traités commerciaux, etc. Donc je partage. Je pense que la question environnementale est une question essentielle parce que l'environnement, encore une fois, englobe l'ensemble. Est-ce que, enfin, du coup, je veux dire, ça marche si ça marche. C'est-à-dire, ça marche si les engagements sont tenus. Mais si les engagements ne sont pas tenus, c'est pire que tout. Parce que ça décrédibilise, alors pour le coup, et de façon durable aussi, pour de longues années, toute initiative collective, politique et institutionnelle. Donc il y a un enjeu considérable. Quand on regarde les choses de près, ce qui résulte de ces grandes conférences est sujet à caution tout de même. Hein. Mais il y a je suis d'accord avec vous, il y a un enjeu formidable ici. Je ne suis pas sûr qu'on soit à la hauteur, si vous voulez, que les résultats soient là. C'est complexe, hein, parce que il y a d'autres données qui sont des données qui sont si vous prenez, affronter la question environnementale à la question de la financiarisation de l'économie. C'est pas gagné, hein. C'est pas gagné du tout. Et donc on est quand même dans cette confrontation là. Qui a le pouvoir? J'avais une question à vous poser par rapport à quel avenir pour l'engagement. On est dans un monde qui est de plus en plus marchand, où tout a un prix et tout se négocie. Est-ce que vous ne pensez pas que le principal vecteur de développement de l'engagement, c'est justement la notion de gratuité qui y est associée? De gratuité, c'est-à-dire... Eh bien, l'engagement, par définition, il est gratuit. C'est-à-dire que... D'accord. Oui, ok. En réalité, je crois... Ouais, j'ai quelques peines à accepter l'idée que tout se marchandise. Tout devient... Alors, il y a une tendance très forte à cela. On est complètement d'accord. Oui, non, on est d'accord. Je crois que ce processus-là, qui est présent, je partage, bien entendu, suscite justement des résistances. La notion de résistance dans l'engagement tel que j'essaye de le décrire est capitale. Hein. C'est-à-dire, je résiste à quelque chose qui paraît soit irréversible, soit extrêmement présente, soit très structurant, comme la marchandisation généralisée. Donc la gratuité, me semble-t-il, est l'autre nom de cette résistance. Elle est centrale dans la chose. Elle est centrale. Parce que c'est le signe même de la résistance du refus contre cette marchandisation généralisée. C'est intéressant de voir dans des entreprises où il y a, je pense,
à des cabinets de consulting dont l'idéologie est très ultralibérale, etc., de voir à quel point les gens, les salariés, les consultants, etc., ont un intérêt pour l'engagement. Et sa gratuité, hein, alors que chez eux, tout a un prix. Hein, l'heure, la 5 minutes au téléphone, etc., tout a un prix. Et donc, je vais vous raconter une petite anecdote. Je suis intervenu dans une entreprise, on ne va pas citer le nom, dans une entreprise qui est une entreprise, on va dire, de mode, enfin, où voilà, il y a une moyenne d'âge de 24-25 ans. Ouais. Et donc, c'était très drôle parce que c'était une expérience très intéressante. C'était un manager qui avait une équipe de 15 personnes. 15 personnes. C'était très féminin. 13 filles et 2 garçons. Parité n'y était pas. Et voilà. Et il était un peu inquiet. Il voulait savoir ce qu'ils avaient dans le ventre, il voulait savoir la température de son équipe. Et donc, il organise une sorte de table ronde une après-midi, comme ça, une après-midi. Et puis il dit, bah voilà, on voulait savoir comment vous vous voyez dans 10 ans. Comment vous voyez dans 10 ans. Et je vous assure qu'ils étaient tous très mode, très machin, et ce sera talon, ok. Et il commence, lui, à dire, je vais commencer. Je l'ai laissé faire, on va voir ce qui se passe. Et le gars, il dit, bah non, alors dans 10 ans, il se voyait, il avait un yacht, il avait un truc. Toute la panoplie était... Okay. On passe ensuite aux personnes de son équipe. Bien, vous allez me croire si vous voulez, mais sur 15 personnes, il y en avait 12 qui dans 10 ans, je me vois dans une association en Afrique pour apprendre à lire aux enfants, pour soigner les je sais pas, 12 sur 15. Inutile de vous dire que le manager en question était catastrophé. Non, qu'est-ce que c'est que cette équipe? Ouais. C'était il y a 10 ans, hein, parce qu'aujourd'hui, je dirais plus pareil. Il dira, ah, tiens, c'est intéressant, du coup, je vais lui proposer pour je passe là-dessus. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'était on était au cœur de ce que vous décrivez, vous voyez, c'était au cœur d'une entreprise qui est au cœur de ça. Voilà. Je ne dis pas plus. Eh bien, ce que ressentaient ces jeunes était très intéressant. Ils ne vivaient que de ça, ils sont tous en concurrence les uns avec les autres, ils sont machin, tout ça. Il n'empêche que ça ne leur suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut autre chose. Hein. Et je trouvais ça, je ne sais pas si je réponds à votre question, quelque part, mais dans tous les cas, s'ils s'imaginaient en Afrique, pour apprendre à lire, c'était gratuitement. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'était pas financé, etc. Donc, par rapport à ces questions de marchandisation généralisée, en même temps, quelque part, ça marche si on veut, mais ça suscite des besoins autres, très forts, très fortement. 12 sur 15, c'est pas mal, hein, c'est un sondage, mais enfin bon. Donc oui, enfin, autrement dit, je suis d'accord avec vous. Je vais dire comme ça. Oui. J'aimerais bien ajouter quelque chose à cette question de la générosité qui est quand même au centre de notre débat. Et revenir un peu au problème anthropologique de repartir un peu de Marcel Mauss. Voilà, l'essai sur le don. L'essai sur le don, 1924, si je ne m'abuse. Mauss a beaucoup essayé d'expliquer ça. Et il y a tout un mouvement aujourd'hui qui travaille sur le don, autour d'Alain Caillé. Et Caillé, dans un de ses livres qui s'appelle Le tiers paradigme, fait une image que je crois très juste. Il dit au fond, dans la relation humaine implique que à la fois on donne, on accepte de recevoir. Accepter de recevoir, c'est implicitement reconnaître une dette qu'on aura un jour à rembourser. Voilà. Et en réalité, dans la relation humaine, d'après Caillé,
manière de donner ou de ne pas donner. Et ce mécanisme d'obligation et de liberté est à la fois toujours désintéressé et intéressé. Et selon les moments, ce tabouret, il a une jambe qui est plus grosse que l'autre. Il y a des moments où on est plutôt dans le désintéressement, mais quand il va trop loin, crée des névroses, ou recrée des intéressements parasites. Voilà. Et quand un jeune dit « moi je m'engage pour donner du sens sur une cause ponctuelle », au fond, quand il y a du sens, il y a à la fois du désintéressement et un certain intérêt à faire. Voilà, voilà. Donc, il y a toujours un équilibre à trouver entre l'intéressement et le désintéressement. Je disais hier soir une phrase du poète Reverdy, ça s'applique peut-être aux jeunes, il dit pense aux hommes qu'ils cherchent, aux hommes qui cherchent quelque chose de plus grand que ce qu'ils cherchent. Eh bien, je pense que les jeunes qui s'engagent dans une cause ponctuelle, ils cherchent quelque chose de plus grand que ce qu'ils cherchent. Et le problème, c'est quand même d'aller un petit peu plus loin dans ce plus grand. Oui. Il y a dans le... si on reprend Mauss, dès qu'on donne, on va recevoir. Mais ce qu'il y a d'intéressant, il me semble qu'il y a deux choses c'est qu'on va recevoir, contrairement à l'échange marchand, quand vous donnez, vous allez recevoir quelque chose qui n'est pas un équivalent de ce que vous avez donné, sinon ça annule le don, premièrement, donc qui est de nature différente, et deuxièmement, dans un temps qui est différé. Et ce temps-là, donc le don est créateur du temps social, on va pouvoir le dire comme ça. Et ce temps-là, parce que si j'avais fait une gaffe comme ça avec ma voisine, dans le temps j'avais un chien, d'accord. Un jour je suis parti en vacances et j'ai demandé à une dame qui était très gentille, que je voyais, etc. Je lui ai dit, écoutez, ce qui m'en rendrait service, c'est que vous veniez me bouffer de mon chien pendant une semaine. Excusez-moi, c'est pas sûr. Et donc elle l'a fait très gentiment, etc. Alors c'était quelqu'un qui est, comment dire, qui n'était pas très riche, vous voyez, qui n'était pas riche, qui était pauvre, on va dire comme ça. Et au bout de la semaine, je reviens, et je lui ai la remercié, et je lui ai dit, c'est vraiment très gentil de votre part, etc. Et j'avais préparé une petite enveloppe. Vous voyez? On n'était pas mis d'accord avant, mais après je lui ai dit, voilà, un peu d'argent. Oh là là, mon Dieu, la gaffe, la bêtise, terrible, terrible. Vous voyez, parce que ce qu'elle attendait, c'était pas l'équivalent monétaire de ce qu'elle avait fait, ou un équivalent monétaire de ce qu'elle avait fait, c'est tout autre chose. C'était une relation, c'était une qualité de relation et un temps de relation. Pour elle, elle avait fait quelque chose, et elle attendait que la relation se développe, se déploie dans le temps avec moi. J'ai fait une gaffe idiote, d'accord, j'ai eu beaucoup de mal à rattraper après. Voilà. Mais ça vraiment, ça refraye le truc. Donc je pense, je raconte ça parce que il me semble qu'il y a, dans ce que vous dites, il y a deux choses complémentaires. Il y a d'une part le décalage entre la valeur, enfin, le don crée de la valeur d'une nature différente. Une nature différente. Et que la monnaie n'arrive que, justement, qui est le contraire de la monnaie. Et deuxièmement, ça crée du temps. Ça crée du temps social. Chez Mauss, c'est très fort. Ça crée le temps de la communauté. Ça crée de la durée. Et normalement, ça ne se finit pas, parce que quand il y a contre-don, faites contre-don, etc. Et comme ça, vous réamorcez le temps social, le temps de la communauté. Donc c'est vrai que, et je réponds aussi d'une certaine façon à monsieur tout à l'heure avec la question de la gratuité, si vous voulez. Parce que la gratuité, au fond, c'est quelque chose que l'on donne, mais la gratuité, il y a toujours quelque chose qui revient après, mais qui n'est pas de valeur identique, qui n'est pas mesurable monétairement parlant. C'est pour ça que c'est gratuit. Mais la gratuité crée du temps relationnel, crée du temps de communauté, de commun, crée du temps commun. Et ça me semble aujourd'hui extrêmement prégnant, parce que justement, parce que tout est compté.
Parce que tout est compté, tout est monétarisé, le temps est compté. Vous ne voyez pas comme ça, c'est vrai, c'est l'heure. Je ne vais pas me faire don de quelques minutes pour qu'on trouve. Non, non. Bon. Non, mais il y a, à côté du temps, qu'on est vraiment bien plus long avec vous, et vraiment je vous remercie de votre participation, de la richesse de ce que vous apportez, mais il y a aussi un temps social que nous avons dans cette année ici. Il y a eu le temps de partage. Merci infiniment. Merci.